Il est 12h31, on va débuter ce nouveau webinaire organisé par le Centre d'excellence iMind qui porte sur l'attention des concepts au vécu. Alors, notre société actuelle, du fait de son appétence pour le numérique, a placé notre attention au centre de toutes les attentions. Mais on peut se demander précisément ce qu'est l'attention au plan cognitif, comment est-ce que cela fonctionne, quels processus sont en jeu dans l'attention, pourquoi est-ce qu'elle fluctue au fil de la journée, au fil des événements, des émotions, des stress positifs ou négatifs. Mais à partir de quand on peut retenir un diagnostic de TDAH ou de trouble de l'attention? Comment est-ce qu'on peut y remédier une fois que ce diagnostic est posé et quelles sont les stratégies à mettre en place? Alors, pour nous aider, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Georges Michael, qui est professeur de neuropsychologie à l'Université Lyon 2 et qui est un spécialiste des processus attentionnels normaux et pathologiques et qui va nous présenter l'attention, son fonctionnement, ainsi que les troubles associés. Il débattra avec Anne Roineau, qui est père aidante autiste de l'association Esper depuis 2020 et qui est toujours et encore aujourd'hui passionnée par les mécanismes des interactions sociales. Anne partagera avec nous son expérience des difficultés attentionnelles et nous parlera des stratégies qu'elle a mises en place au fil des années pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir surmonter ces difficultés. Avant de leur laisser la parole, quelques mots habituels pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, vous assisterez à une présentation de 30 minutes des deux intervenants et s'en suivra un temps d'échange. Pendant les présentations, merci de garder les micros coupés. Si vous avez des questions durant ces deux présentations, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et les questions seront posées une fois que nos intervenants auront terminé leur temps de parole et vous pourrez débattre avec eux. Pour finir, notre webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra également. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux iMind pour vous tenir au courant de notre actualité. Je vous dis donc bon webinaire et je vous revois tout à l'heure pour les questions. Merci Caroline pour cette belle introduction. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation. Je voudrais remercier également ma co-webinariste Anne Roineau. C'est très compliqué à dire pour les échanges que nous allons avoir, nous avons déjà eu, que nous allons voir également tout à l'heure, et pour la richesse de l'expérience qu'il va présenter. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Est-ce que tout le monde le voit? De mon côté, je le vois. Voilà. Alors, pour commencer, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'attention? Le terme d'attention est un raccourci et même c'est un raccourci méchant parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que l'attention n'est pas un processus unitaire, c'est une fonction cognitive très complexe avec de multiples composantes qui interagissent et qui régissent les activités quotidiennes. Nous pouvons donc dire que l'attention est omniprésente dans notre quotidien. On peut parler des situations de jeu, on peut parler des situations d'études, des situations où nous suivons un séminaire ou un webinaire, comme par exemple maintenant. Lors des jeux, lorsque nous conduisons également, que l'on fasse une activité ou des multiples, mais aussi dans des activités bien plus récréatives, comme par exemple lors d'un cocktail party. Pourquoi est-ce que l'attention est considérée comme étant présente dans ces situations? Eh bien, parce qu'elle va nous permettre, à un certain moment donné, de sélectionner certaines informations, de mettre de côté d'autres informations, puis de rester concentré pendant un certain temps pour pouvoir extraire
les informations nécessaires et les comprendre. Ainsi, je me permets de présenter 3 notions qui sont des notions clés et qui sont souvent associées à l'attention, sachant que en tant que scientifique, je dois quand même vous avertir que tous les scientifiques qui travaillent sur l'attention ne sont pas d'accord sur les différents concepts. Nous pourrons en parler par la suite à propos de ça. La première clé, c'est la sélection et la priorisation. Sélectionner une information, c'est une activité qui est extrêmement importante, d'autant plus que notre quotidien, notre monde, notre environnement, mais également notre propre monde interne sont extrêmement riches et ils nous sollicitent en permanence. Nous avons devant nous, un certain nombre d'informations et nous devons sélectionner une ou un petit nombre pour pouvoir les traiter. Ainsi, la sélection permet donc de se centrer sur ces informations, d'en traiter plusieurs s'il en faut. Le nombre peut être limité, mais il est possible de traiter plusieurs informations simultanément, mais également de soustraire les bruits de fond, par exemple, d'une salle, les mouvements incessants et des mouvements soudains, de manière à ce que l'on puisse rester concentré sur notre activité ou sur l'information sans pour autant que l'on soit éparpillé et distrait. Ça nous permet également de contrôler nos pensées parasites. Je pense que tout le monde un certain vécu de ces pensées parasites. On est en train de suivre, par exemple, un webinaire sur l'attention et à un moment donné, on pense à autre chose et nous avons un petit moment pendant lequel notre attention dévie, elle va ailleurs. La deuxième clé, c'est le maintien. Maintenir son attention est une activité importante parce que se concentrer sur une activité, sur une information, c'est bien, mais rester suffisamment longtemps pour pouvoir traiter cette information est capital. Lorsque, par exemple, je suis en discussion avec quelqu'un, si je ne reste pas suffisamment longtemps sur le discours de la personne, je risque de rater une certaine quantité d'informations et ne pas pouvoir répondre ou ne pas pouvoir comprendre correctement ce qui est dit. Lorsqu'on parle du maintien, on parle également des fluctuations sur des longues périodes parce que notre attention, elle augmente au fil de la journée, puis elle diminue et puis elle réaugmente et nous avons une fluctuation qui suit les cycles d'éveil et de sommeil. Et contrôler ces fluctuations, c'est difficile, mais nous pouvons le faire. Et enfin, ça permet également de surveiller les éclipses et les moments d'inattention qui sont des moments très, très brefs où nous sommes absents ou alors où nous prêtons attention à autre chose. Et ces moments, lorsqu'ils se multiplient, risquent de nous faire perdre un certain nombre d'informations importantes. Et enfin, la dernière clé, c'est la supervision qui nous permet de surveiller nos actions, de contrôler des automatismes parce que nous sommes des êtres biologiques, nous avons des activités qu'on automatise, qu'on appelle les routines, et que nous émettons à chaque fois que nous rencontrons une situation que nous connaissons. Par exemple, quelqu'un qui frappe à la porte, j'ai en général l'habitude de dire « entrer », ça c'est un comportement qui s'automatise. Mais il y a également d'autres actions. Si j'ai envie, par exemple, de faire un café, je dois mettre du café dans ma cafetière, ajouter de l'eau et appuyer sur un bouton. Toutes ces actions sont des actions automatisées, mais elles ont besoin d'une surveillance pour qu'elles aient lieu correctement. Et enfin, dans la supervision, nous faisons rentrer également notre capacité à nous focaliser de façon flexible, c'est-à-dire savoir changer le focus de mon attention au bon moment pour pouvoir m'adapter à une nouvelle situation ou une situation changeante. Le problème, c'est que nous pensons l'attention comme les autres fonctions cognitives, comme par exemple la mémoire, qui va avoir un certain nombre de capacités, sauf que l'attention, elle a quand même une nature, ou on va dire plusieurs natures, qui ne sont pas si faciles à appréhender. Pourquoi? Eh bien, parce que l'attention fluctue. Et elle va fluctuer tout au long de la journée de façon naturelle, de façon fréquente, mais de manière irrégulière et imprévisible. C'est-à-dire que c'est impossible de savoir si là maintenant, pendant que quelqu'un suit ces webinaires, il va pouvoir par exemple le suivre de façon permanente parce que ces fluctuations vont venir interférer avec la poursuite, on va dire, de cette activité ou de cette tâche. Ces fluctuations se passent à la fois au niveau de l'intensité, prêter plus ou moins attention, mais aussi au niveau de l'objet de l'attention.
C'est-à-dire que parfois, je vais prêter attention à mon environnement, ce qui se passe autour de moi, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens. Et cela concerne les aspects spatiaux, où ça se passe, les aspects temporels, mais aussi les objets eux-mêmes. Et parfois, cet objet de l'attention, ce n'est pas l'environnement, mais mes propres pensées. Et nous avons donc un aller-retour assez fréquent entre ma focalisation vers le monde externe et mon monde interne, mes pensées et mes préoccupations, et ces fluctuations sont naturelles. Sauf que ces deux dimensions interagissent de façon à ce que parfois, la fluctuation à l'intensité coïncide avec la fluctuation de l'objet de l'attention. Et lorsque les deux sont, on va dire, au zénith, lorsque l'intensité est très forte et mon attention est tournée vers l'environnement, je suis hyper focalisé, mais au contraire, lorsque mon intensité est faible et je suis orienté vers mes pensées, je suis pleinement dans l'inattention. Ainsi, nous pouvons dire qu'il est difficile de contrôler délibérément son attention de manière permanente. C'est la raison pour laquelle c'est bien de savoir que nous pouvons faire des choses, hein, nous pouvons aider notre attention, mais qu'on va devenir des hommes et des femmes bioniques. Ça, je pense que nous devrons un peu l'oublier parce que notre nature est telle. Ici, je mets simplement une représentation graphique d'un modèle qui a été publié en 2004 pour montrer le rôle de l'attention, ici représenté en termes de ressources attentionnelles, c'est-à-dire mes capacités, et qui influencerait différents niveaux. Bon, supposons que quelqu'un me dit quelque chose, il va avoir un traitement sensoriel, je vais analyser et percevoir, et ceci va susciter des pensées et des prises de décision. Et en même temps, des systèmes de très haut niveau, comme la mémoire à long terme, vont influencer ma perception. Ceci va influencer la réponse, la sélection et l'exécution. Et dans ce modèle, nous voyons que les ressources attentionnelles vont influencer des traitements qui sont à la fois perceptifs, décisionnels, mais aussi centraux, mais au niveau de la réponse aussi. Ce que voudrait dire ici l'auteur, c'est que l'attention, pas seulement elle est omniprésente dans notre quotidien, mais elle est omniprésente dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous considérons que l'attention est une fonction régulatrice. Et ce qu'elle va faire, elle va réguler nos perceptions, mais également notre capacité à mémoriser et à récupérer l'information. Et enfin, notre capacité à répondre à un certain nombre d'informations en émettant certaines actions. L'attention, donc, est capitale et elle est à la base, si je puis dire, de l'ensemble du fonctionnement cognitif qui lui-même va permettre la réalisation d'une activité quotidienne. M'approchant de la fin de cette présentation, la question que je me pose ici, c'est finalement, si l'attention fluctue autant, alors où se trouve la frontière entre le normal et les pathologiques? Eh bien, ce n'est pas la fluctuation elle-même qui va déterminer l'état pathologique. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je suis inattentif que je suis dans un état pathologique. Dans le cadre de l'attention et dans le cadre d'un certain nombre d'autres fonctions cognitives, nous pouvons considérer que la performance est perturbée lorsque le défaut d'attention impacte les activités quotidiennes et la vie d'une personne. De manière longue, par exemple pendant une période de 6-7 mois, et que, pardon, cette activité perturbée, enfin plutôt la perturbation des activités, apparaît assez régulièrement, quotidiennement. Donc, il ne faut pas se faire de soucis parce que d'un côté, on sait tous qu'un moment d'émotion forte va perturber notre attention. Ce n'est pas une perturbation pathologique, c'est le fonctionnement normal. En revanche, si cette perturbation dure dans le temps, eh bien, nous pouvons penser au déficit d'attention et cela va se manifester de manière diverse. Sur ces graphiques, j'essaie de représenter un petit peu ma performance dans une activité en fonction du niveau de l'attention et je représente ici une courbe qui montre finalement que le fonctionnement attentionnel n'est pas linéaire. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque mon niveau d'attention est faible, ma fenêtre attentionnelle, mon focus est très élargi. J'inclus énormément d'informations, c'est-à-dire je traite trop d'informations et elles-mêmes, elles interfèrent avec ce que j'ai envie de faire. Et finalement, ça résulte en une distractibilité. En fait, je suis éparpillé dans mes traitements.
Nous avons un point optimal. C'est le point, on va dire, de niveau d'attention qu'on peut considérer ici comme moyen. C'est-à-dire que ma focalisation est adéquate selon mes objectifs et selon ce qui se passe dans l'environnement. Et puis, lorsque le niveau d'attention est élevé, eh bien, il ne faut pas croire qu'une attention élevée est bonne. Au contraire, la focalisation est trop restreinte. Je perds énormément d'indices qui sont importants. Et là, je ne suis plus dans la distractibilité, non plus dans la focalisation optimale, mais dans l'inattention. Pourquoi? Eh bien, parce que je me focalise sur une information et tout le reste passe inaperçu. Ces états qui peuvent être aux extrêmes et durer et impacter le quotidien consistent donc en des perturbations comme par exemple des perturbations spatiales où je ne peux pas sélectionner la bonne information au bon moment. Ici, j'ai mis une représentation d'une figure assez typique où l'on demande à un individu d'explorer les visages. Première image ici, vous voyez l'exploration d'un individu normal lorsqu'on enregistre le mouvement oculaire, et à droite d'un individu dont l'attention spatiale, donc capacité spatiale, a été perturbée. Et nous pouvons trouver ces perturbations à tous les niveaux et pour tous les clés de l'attention. Au niveau de la sélection, de la priorisation, ça peut prendre la forme d'inattention, c'est-à-dire trop concentré sur ses pensées, peu concentré sur l'extérieur, ou en tout cas peut-être concentré sur une petite info de façon excessive, ou alors la distractibilité, c'est le contraire. Au niveau du maintien, avec des fluctuations très importantes, mais aussi une baisse rapide de mon efficience, parce que je ne peux pas maintenir mon attention. Et puis, au niveau de la supervision, il y a des automatismes qui prennent le contrôle de mon comportement et qui m'amènent vers des erreurs d'action. Un exemple très typique, je fais mon café le matin, au lieu de mettre du lait dedans, je mets du jus d'orange. Je vous assure, c'est imbuvable. C'est une erreur d'action parce que je n'ai pas pu ou je n'ai pas su surveiller mes actions. Et enfin, lorsque la supervision diminue, eh bien, vient également l'impulsivité et l'anticipation d'une action, mais qui est inadaptée. Lorsque, par exemple, quelqu'un commence à poser une question et avant qu'il ait terminé, je anticipe une réponse et celle-ci n'est pas adéquate. Dans l'ensemble des pathologies de l'attention, parce qu'elles sont très diversifiées, nous pouvons trouver ces aspects-là. Par exemple, dans le trouble déficitaire de l'attention, nous avons des moments d'inattention, nous avons de la distractibilité, la réactivité à certains bruits, par exemple, mais nous avons également la difficulté de l'individu à rester sur des tâches qui demandent de l'attention. Mais il n'y a pas que ces troubles. Les troubles de l'attention sont très diversifiés. Nous pouvons trouver, par exemple, des troubles spécifiques du maintien suite à des lésions de certaines régions cérébrales, qu'elles soient vasculaires, tumorales ou autres, ou encore des troubles spécifiques de la supervision ou de la sélection. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. 14 minutes 28, je bouffais un peu de mon temps. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de ma présentation. Et donc, du coup, c'est à toi. Hein. C'est à moi, du coup. Merci beaucoup. Alors, pour moi, vraiment, c'est notamment votre dernier graphique me permet de constater que probablement j'ai mon attention est de deux formes. Je dois avoir le côté faible et le côté très élevé et ne pas rencontrer beaucoup de côtés moyens. Alors déjà, bonjour à tous. Pour vous dire où j'en suis, moi, lorsque j'ai appris que je souffrais d'un trouble de l'attention, j'étais très étonnée, bien que moi, je pensais que j'avais un trouble de la mémoire plus, parce que je pensais naïvement que j'avais au contraire des capacités particulières d'attention. Moi, je me trouvais avoir des capacités d'hyperfocalisation et je constate effectivement que c'est probablement ce qu'on vient de décrire comme le problème de l'attention trop élevée, c'est-à-dire très focalisée avec pas grand-chose autour. Donc, moi, j'ai plusieurs choses qui me faisaient donc penser à des problèmes d'attention et que donc je vous soumets, Georges. Donc déjà, comme je disais, moi j'ai l'impression d'être
enfin, je pensais être en capacité à me super concentrer en réalité. Mais en gros, j'ai des problèmes dans tout ce qui me semble facile. Donc là, votre explication, j'ai l'impression que c'est la supervision qui pêche le plus chez moi, peut-être. À savoir, pendant très longtemps, ma grosse difficulté était de mener à bien des choses, mais vraiment d'une simplicité terrible, hein. Par exemple, ouvrir une porte qui a plusieurs serrures. Je me retrouvais en difficulté parce que probablement je refermais une serrure pendant que j'en ouvrais l'autre. Enfin, au bout du compte, rien ne s'ouvrait. Et en fait, j'ai mis assez longtemps à repérer que plus une tâche est facile, enfin, plus elle me semble facile, moins elle me semble complexe et plus j'ai des difficultés. Je me demande si c'est parce que je n'y mets pas toute l'énergie, tout le paquet pour me concentrer, ou que parce que je m'attends à ce que ce soit trop facile. Alors, la situation que vous décrivez avec les serrures, elle est assez, on va dire, parlante. Je la trouve très intéressante parce que justement, pour pouvoir faire cette tâche qui est extrêmement simple, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met en place des automatismes. Et les automatismes, en fait, c'est voilà, des actions très simples hein, que l'on fait quotidiennement, sauf qu'ils ont besoin d'être surveillés. Et lorsque on ne les surveille pas, vous avez bien, je pense, identifié le problème de surveillance là. Grâce à votre explication juste qui précédait. Justement, donc, lorsqu'on ne surveille pas cette action, elle risque de ne pas aboutir ou elle risque de manquer un élément ou elle risque d'être répétée. Et la répétition dans cette action, c'est ça. Et je refais. Et là, effectivement, vous dites que ce sont des tâches simples, mais les tâches simples, c'est elles qui mettent en place nos automatismes. Et lorsque la surveillance fait défaut ou elle est affaiblie, ou si vous voulez, la surveillance est ailleurs, c'est-à-dire vous faites autre chose, vous pensez à autre chose à ce moment-là, c'est clair que c'est l'automatisme qui va prendre le relais. Et ça, on l'observe tous, on a tous ces problèmes, mais là, vous décrivez un problème qui est un peu plus, on va dire, important. Hein, donc, ça peut nous arriver à tous de fermer, d'ouvrir la serrure sans s'en rendre compte, mais vous le ressentez comme une difficulté. Et c'est ça, justement, qui peut déterminer ce que c'est un trouble de l'attention. D'accord? C'est-à-dire ce qui va vous embêter dans la vie quotidienne. Donc, effectivement, les tâches simples, ce sont celles qui mettent en place les plus d'automatismes et c'est elles qui ont besoin d'être surveillées. Et est-ce que du coup, vous ne pensez pas que lorsqu'une difficulté se répète et que et c'est une tâche de base que n'importe qui est en capacité de faire, elle entraîne moi j'ai l'impression que le meilleur moyen pour moi de lutter contre, c'est de lutter contre l'anxiété que ça pourrait susciter. C'est-à-dire que l'anxiété, la culpabilité, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais puisque c'est récidivant, j'en suis arrivée à une partie de ma vie à avoir une anxiété d'ouvrir une porte devant quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça amplifie, non, la situation. Parce que bien sûr. Alors, s'il y a un témoin, c'est pire en fait. Voilà. en fait, si les erreurs d'action, c'est-à-dire par exemple cet exemple, je ferme, j'ouvre la porte et je ne m'en rends pas compte et finalement je finis par ne pas ouvrir la porte, si elle est vécue comme un échec, bah oui, quand même. si c'est vécu comme un échec, forcément tous les échecs vont provoquer une anxiété derrière. Et on sait, j'ai évoqué tout à l'heure qu'une forte émotion, enfin le fait qu'une forte émotion peut faire fluctuer l'attention. Alors si déjà l'attention elle est pas en état optimal et par la suite il y a une anxiété qui est générée, eh ben cela risque effectivement d'aggraver la situation parce que l'attention elle va encore fluctuer. Pas qu'elle ne sera pas là, mais ces fluctuations vont faire en sorte que finalement la surveillance de l'acte ne pourra pas se faire correctement. Ça surajoute. Ça surajoute. Et c'est quelque chose, je pense que, encore une fois, nous pouvons tous vivre à un moment donné, lorsque on fait quelque chose, on ne le réussit pas ou on se rend compte que finalement, on pense que c'est simple, finalement, ça finit par devenir complexe. C'est anxiogène et cette anxiété risque de nous bloquer par la suite. Donc moi, la solution que j'ai trouvée pour lutter contre le stress que me génère le fait d'être observé
ayant des difficultés pour faire des choses très, très basiques, mon anxiété serait qu'on puisse généraliser ces difficultés à l'ensemble de mes possibilités, alors que pour d'autres trucs, je suis beaucoup plus performante. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est, dans la mesure du possible, annoncer à l'avance aux personnes ce que je pourrais avoir comme difficulté en me disant je vais moins stresser, je vais, n'ayant plus peur d'exposer mes difficultés, ça deviendra peut-être moins stressant. Mais est-ce que vous auriez d'autres? Donc, je constate que ça fonctionne en partie. Est-ce que vous auriez d'autres solutions? Parce que j'ai bien essayé de me parler à haute voix pour me dire, bon, alors j'ai tourné à droite la clé numéro 1, quand je suis toute seule et que je n'ai pas de témoin, bien sûr. Est-ce que vous auriez d'autres petits trucs pour ça? Parce que j'en ai… Non, non, justement, moi je pense d'abord que la solution qui provient de la personne elle-même, c'est la meilleure solution parce que ça veut dire qu'elle s'est rendue compte de sa difficulté et elle s'est rendue compte à quel point elle peut l'aider. Ce qui peut-être quelque chose de plus général, c'est effectivement essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire les aspects qu'on appelle métacognitifs. Ce sont ces aspects-là qui peuvent nous aider. Vous verbalisez, vous expliquez aux gens. En fait, c'est la même chose. Vous expliquez vos actes. Je pense que c'est la meilleure façon d'aider et d'aider quelqu'un de résoudre ce type de problème. Parce qu'en fait, encore une fois, on est face à des actions qui sont plutôt simples. Alors, donner des astuces, risque de compliquer encore plus. Et puis, dire par exemple que moi j'ai des astuces alors que je n'ai pas ces problèmes, c'est un peu difficile à faire passer. Moi, je pense encore une fois que c'est la personne elle-même qui développe ses stratégies. C'est vraiment la personne qui sait comment gérer les problèmes. Je reviens également, petite parenthèse, sur ce que vous avez dit. Pour certaines choses, ça m'arrive, pour autres choses, ça m'arrive pas. Mais en fait, ça plus c'est également, complexe et moins j'ai ce genre de difficultés. mais en fait, la complexité, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez effectivement mobiliser votre attention plus. Donc, ça veut dire que les automatismes, ils vont être là, mais ils vont être mieux surveillés. Et en fait, c'est cette mobilisation qui va faire en sorte à ce que vous avez des chances de réussir mieux. Mais encore une fois, ce que vous dites, parfois j'arrive, parfois j'arrive pas, ça renvoie également à ce type de fluctuations. Les fluctuations ne concernent pas que le temps. Hein. C'est pas maintenant je peux, après je ne peux pas, mais aussi selon les tâches. Alors, du coup, ça me fait une bonne… puisque vous parlez de fluctuation, moi, justement, j'ai le sentiment assez… qui est majoré à certains moments de ma vie, mais assez désagréable d'avoir peu de notion du temps qui passe, ou plus exactement, d'avoir un temps qui passe à des vitesses différentes. C'est-à-dire que les minutes, chez moi, elles n'ont pas toujours le même temps. Et en fait, il m'est difficile, dans certaines actions, de savoir si c'est passé 20 minutes ou 5 heures, en gros, quoi. Il m'est déjà… Est-ce que vous avez réussi à identifier les situations dans lesquelles le temps passe trop vite et celles dans lesquelles le temps ne passe pas? Alors, moi, la chose qui m'a vraiment fait mettre le doigt dessus, c'est ça date déjà un peu. Je passais un examen et j'avais donc un devoir sur table de 4 heures. J'habitais la région parisienne. J'ai vu que j'avais plus le temps. Découragée, j'ai laissé tomber la dernière partie. Je suis rentrée chez moi par les transports en commun. J'ai bien 1 heure de trajet. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis aperçue qu'il me restait encore presque 2 heures pour le travail sur table. Donc, dans ces cas-là, non seulement j'ai eu l'impression qu'un temps infini était passé, mais je n'ai même pas été capable de lire l'heure. Je pense que je m'étais tellement projetée. Théoriquement, je sais lire l'heure avec, je sais pas, mais là, visiblement, je n'ai même pas su lire l'heure. En fait, pour moi, c'était évident, le temps était passé. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée en situation inverse, c'est-à-dire avoir l'impression qu'il s'était passé peu de temps et m'être aperçu que, en fait, j'avais consacré plus d'une demi-journée sur un sujet sans prendre le temps de faire quoi que ce soit, en oubliant d'aller manger. Enfin,
Et c'est ce qui me faisait au départ penser justement, quand on m'avait parlé de troubles de l'attention, que cette capacité de me concentrer sur un truc et de ne pas en sortir, pour moi, était contraire au fait d'avoir un trouble de l'attention, justement. Non, ouais. Situation complexe, vous décrivez une situation complexe, vous des situations complexes, évidemment, explication complexe. Parce que là-dedans, la première chose qu'on voit, effectivement, c'est l'hyper-focalisation sur quelque chose qui mène vers ce qu'on appelle l'absorption. En fait, je suis tellement absorbé par ce que je suis en train de faire, je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Ça, encore une fois, c'est un phénomène que nous vivons tous. En revanche, à partir de là, avoir une conséquence du style, j'ai mal lu l'heure, je prends les transports, je rentre à la maison, ça veut dire que ça a impacté finalement de façon importante votre travail, ce que vous deviez faire. Donc, ça veut dire qu'on est effectivement dans un état qui n'est pas dans l'état décrit comme le quotidien, on va dire le normal, entre guillemets. Effectivement, alors, le fait que vous n'avez pas su, ce que vous dites, hein, lire l'heure, pour moi, ça reflète typiquement l'effet de l'attention sur la perception. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une horloge, une montre, quelque chose que vous avez regardé, mais la lecture de l'heure, simplement, elle a échappé au contrôle. Enfin, vous avez voulu lire l'heure, mais le traitement n'a pas été fait correctement. Dans d'autres situations, je ne parle pas de vous, on peut par exemple se rappeler tous des photos qu'on voit dans les médias avec une voiture qui s'est encastrée sous un camion et le conducteur de la voiture a dit, par exemple, je n'ai pas vu le camion. Mais comment est-ce possible de ne pas voir le camion qui était juste devant? Parce que justement, un moment d'inattention a fait en sorte à ce que la perception a échoué. Par la suite, vous avez effectivement cette notion dont vous parlez d'hyperfocalisation. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui pense de façon, on va dire, naïve, que être trop concentré, c'est excellent. Pas du tout. Justement, être trop concentré, ça veut dire que nous allons rater un certain nombre d'informations. Et là, je me permets d'évoquer un petit peu mon vécu avec des patients. Il y a un certain nombre d'années, j'ai rencontré une patiente avec des accidents vasculaires cérébraux profonds, hein, donc au niveau d'une structure profonde du cerveau, qui est venue me dire clairement que, en fait, quand elle va faire ses courses, en fait, elle se focalise tellement sur le paquet de biscuits et de pâtes que son mari à côté qui lui parle, en fait, il n'existe pas. Ah bah oui, moi non plus. Donc, ça, c'est typiquement l'hyperfocalisation qui fait quoi? Finalement, tout ce qui est autour de mon centre d'attention risque de passer inaperçu. Donc, l'extrême, donc l'aspect élevé de l'attention n'est pas du tout l'aspect optimal. Hein, et ça, vous l'avez vécu apparemment, et je ne sais pas si vous le vivez encore hein, dans certains cas de figure, lorsqu'on est trop focalisé, pas seulement on perd la notion de temps parce que c'est l'absorption, mais on risque de perdre pas mal d'informations à côté. Alors, malheureusement, oui, c'est des situations que je vis encore, hein, mais j'ai l'impression d'avoir quelques stratégies qui font que peut-être ça m'arrive moins fréquemment. Alors déjà, enfin, le côté de l'hyperattention, j'ai plus de facilité à m'en prémunir parce que, par exemple, quand je suis fatiguée, quand je sais que j'aurai plusieurs tâches à faire, etc., je mets toute une organisation en place pour éviter justement de rester coincée dans une activité, sachant que si je suis honnête, j'ai beaucoup de mal à prioriser aussi mes activités et je vais naturellement vers celle qui me paraît celle qui m'intéresse le plus, sans doute. Donc, du coup, j'essaie de ne pas avoir, par exemple, dans la même journée ou à proximité, quelque chose de trop intéressant parce que même si c'est pour faire dans 2 semaines, au bout d'un moment, et c'est là que je me dis c'est vraiment une difficulté et pas juste je finis par oublier. Enfin, si vous voulez, j'ai beau mettre un planning, j'ai beau mettre la date, je suis happée par ce côté-là et je finis par oublier même que en fait, c'était ma priorité du lendemain. En fait. Mon problème, c'est que mon attention, l'attention le point numéro 1, c'est que c'était la première urgence, j'arrive à l'oublier également. Quoi, voilà. Non, mais je ne sais pas si ça relève de ça aussi ou d'autres choses. Probablement, mais il n'y aurait pas qu'une cause à tout ça.
Hein, donc, c'est multiple. Il faut pas penser que voilà, juste une fluctuation de l'attention va faire en sorte à ce que l'on rate des choses ou rater la priorité ou fixer une priorité n'est pas l'atteindre. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour ma part, je vois, enfin, j'imagine dedans un petit peu le rôle de l'attention dans cela, c'est-à-dire, voilà, donc vous avez enregistré une information, vous avez voulu effectivement prioriser, mais finalement, côté mnésique, ça n'a pas été consolidé, hein, donc, et l'information a été un peu perdue. Après, encore une fois, j'insiste sur le fait que on peut pas évoquer une seule, unique raison à cela. Et donc, dans les autres, disons, si je liste les choses qui ont eu vraiment un impact sur ma vie, il y a aussi le fait d'avoir battu à peu près un record d'accidents domestiques. Alors maintenant, j'en souris, mais plus jeune, j'en souriais pas du tout. Au stade où j'en suis, j'ai sécurisé tout ce qui peut être sécurisé, c'est-à-dire tous mes appareils se coupent automatiquement, j'ai pas le gaz, et bien évidemment. Les appareils électriques qui ne qui sont pas capables de s'arrêter tout seuls, bah, j'ai une minuterie au bout d'une prise multiple. Voilà. Et là, là, je sens un décalage dans la journée. En fait, il y a des moments où j'ai plus d'accidents que d'autres. Donc, typiquement, le matin, le soir, j'ai beaucoup plus d'accidents que dans le reste de la journée. Alors là, j'ai réussi à me prémunir d'un certain nombre d'accidents ces dernières années, mais c'est plutôt parce que mes proches se précipitent pour me retirer le couteau à pain des mains, des choses comme ça. Mais lorsque j'étais enfant, j'ai eu un nombre de chocs à la tête absolument incroyable, à peu près plusieurs par semaine, parce que déjà, sur un bon trajet, tant que j'avais la taille à la hauteur des rétros, je me tapais tous les rétros de toutes les voitures. Quand il y avait une vitre, une porte vitrée qui était fermée, évidemment, je me la prenais de plein fouet, mais même des portes opaques, enfin, des choses comme ça, quoi. Surtout s'il fallait que je fasse une conversation en même temps. Voilà. C'est ça. En fait, les accidents sont vraiment très, on va dire, des symptômes, hein, donc très visibles des problèmes d'attention, surtout lorsqu'ils se multiplient et surtout lorsque c'est des situations vraiment toutes simples. Quand vous dites, par exemple, je marchais, je me prenais tous les rétros, alors que c'est bien visible, encore une fois, ça veut dire effectivement que votre attention était centrée ailleurs. Le fait de dire que lorsque je suis en conversation avec quelqu'un, là, je risque d'avoir un accident plus grave, plus grand, c'est ça? Ou plus Oui, fréquemment? en fait, ça m'arrivait. Enfin, c'est surtout les accidents marchants, en fait. Autant je peux comprendre, même si ça me paraît assez ridicule, que je me prends une porte transparente de plein fouet, mais une porte fermée opaque, c'est quand même plus difficile à accepter. Mais Et plus encore une ridicule fois, comme situation aussi, hein, à vivre. on peut le vivre effectivement comme ridicule, mais en fait, encore une fois, il suffit d'imaginer l'attention comme un réservoir euh, qui voilà, va servir à alimenter nos activités. Il y a de l'essence dedans et cette essence, on l'utilise pour parler avec quelqu'un, pour marcher, pour repérer les portes, pour repérer les rétroviseurs, etc. Mais lorsque vous vous concentrez sur une conversation et vous avez besoin, à cause d'une faiblesse par exemple, de l'attention ou pour d'autres raisons, de vous concentrer encore plus sur cette conversation, ça veut dire que vous allez utiliser encore plus de carburant. Et qu'est-ce qui va en rester alors dans le réservoir pour pouvoir faire autre chose, par exemple éviter les rétroviseurs ou autre? Pas grand-chose. Et en fait, ça c'est des concepts très connus d'attention, donc les termes des ressources attentionnelles, qui dit que en fait tout ce que je fais va être fait en partageant mes capacités, mon carburant. Et si une activité nécessite plus de carburant, eh bien, il n'en resterait pas suffisamment pour faire autre chose et je risque de rater des choses. Par exemple, ne pas réussir à faire plusieurs choses en même temps, avoir des accidents, rater une information qui passe. Pourquoi? Eh bien, parce que
je focalise plus mon attention sur autre chose. Donc, ce type de, on va dire, certains parlent de détournement de l'attention, mais ce n'est pas un détournement, c'est juste l'hyperfocalisation sur quelque chose, témoigne derrière qu'une difficulté à attribuer suffisamment, enfin, on va dire la quantité de carburant nécessaire. Parfois, on attribue trop parce qu'on ne sait pas gérer, ou alors parce que je n'ai pas suffisamment de carburant et j'attribue tout ce que j'ai à une tâche. Donc, il y a un autre aspect que vous avez évoqué qui semble intéressant. Vous avez dit que les accidents, vous les aviez le matin, tôt le matin ou le soir. Oui, plus. Alors, tôt le matin, pour tout vous dire, là, j'en suis. Donc, j'ai tenté plusieurs adaptations. Donc, et j'ai découvert avec étonnement que, alors que je me sentais tellement fatiguée, tellement, enfin, en incapacité de de me concentrer le matin, finalement, en me réveillant plus tôt et en me laissant plus de temps, en fait, ça m'arrive dans toutes les situations où je suis pressée aussi quand j'y pense, pas seulement le matin, enfin, pas seulement. Moi, j'avais pensé au départ que c'est parce que j'étais trop fatiguée. Donc, le matin, je suis fatiguée parce que je me réveille, et puis le soir, je suis fatiguée parce que c'est la fin de la journée. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais depuis que j'essaie de prendre le plus de temps, notamment en me réveillant plus tôt, j'ai moins d'accidents le matin. Bon, j'en ai toujours autant le soir, par contre. Hein, mais La notion de fatigue, elle n'est pas bête, hein. Donc, on ne peut pas dire que voilà, ce n'est pas parce que je suis fatigué, c'est parce que je suis pressé. À mon avis, il y a une combinaison de tout ça. J'ai évoqué lors de ma présentation la notion de maintien de l'attention et des fluctuations qui vont commencer sur le long terme, qui vont suivre un petit peu le cycle veille-sommeil. Donc, en fait, une fois qu'on sort du sommeil, on a une période d'inertie. On le temps que la machine se mette en route. vous me rassurez beaucoup là. Voilà, on n'est pas juste réveillé, je suis actif tout de suite, hop, ça y est, donnez-moi le plus de problèmes mathématiques et je vais les résoudre. C'est absolument pas comme ça. Il faut un certain temps. Et ces temps, c'est quoi? En fait, on admet que ces temps, c'est les moments pour les états de vigilance et forcément de l'attention qui en dépend, de monter, 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 arriver à un point qui va être optimal pour un certain temps. Et ensuite, ça va être maintenu et après, ça va baisser, après, ça va remonter. Et on observe des effets similaires plus tard dans la soirée. Hein, donc, mais la soirée, le problème, c'est qu'il y a autre chose. Il y a toute la journée qui a précédé aussi. Toutes les activités que nous avons faites, hein, qui se sont accumulées, on les a. Il y a aussi la vraie fatigue. Donc, au début de la journée, on va parler, on va dire, d'inertie du sommeil, de laquelle on sort, le temps que la vigilance se mette en place. Et donc, forcément, l'attention, elle va en pâtir. Si, effectivement, on a un état, on va dire plutôt une attention qui est faible ou qui n'est pas la meilleure du monde, eh bien, cet état de vigilance bas risque de nous amener vers des erreurs d'attention et d'action plus fréquentes, donc les accidents. En tout cas, c'est une interprétation assez commune, hein, de ce type de problème en début de journée. Et alors là, un point que je ne sais, j'hésite à relier ou pas à un trouble de l'attention, ou alors est-ce que c'est un point, une autre particularité personnelle, mais dans les périodes où je suis vraiment, vraiment en difficulté bon, déjà, enfin, au long cours, hein, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été assez lente pour certaines réalisations, mais ben, écoutez, là déjà, ça va me revenir, donc c'est pour vous dire. Parmi les choses que je ne vous ai pas citées, il y a le fait d'avoir la pensée qui va des fois plus vite que ce que je peux parler. Et en fait, j'ai l'impression que j'en suis, enfin, que je suis beaucoup plus de phrases en avant dans ma tête et que du coup, je ne sais plus trop où j'en suis et je ne me souviens plus de ce que je voulais vous dire là tout de suite. Donc, je vais revenir à un autre problème et celui-là va me revenir. Pendant très longtemps, je soupçonnais mes proches de m'attribuer du désordre qui n'était pas à moi. Et puis, il se trouve que malheureusement, en grandissant, je me suis retrouvée aussi dans des appartements tout seul et j'ai constaté qu'il y avait un fantôme qui mettait le bazar dans les pièces. Donc, je ne crois pas aux fantômes, donc j'ai dû bien me mettre… enfin, voilà, j'ai constaté qu'en fait,
je peux mettre une pièce totalement en désordre sans m'en rendre compte moi-même. Les trucs me tombent des mains ou je ne sais quoi. Et lorsque je retourne ensuite dans cette pièce, franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de trucs en désordre. Je veux dire que mes proches ne me croient pas forcément sur parole. Vous pouvez faire un petit truc pour moi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je cherche un papier et moi, je n'ai pas l'impression que je n'ai pas été jusqu'au bout de mon action. En fait, j'ai l'impression que j'ai rangé mes papiers. En fait, souvent, je tombe sur soit un tas de vêtements incroyables. Enfin, c'est quand même des objets d'un même genre. Hein. Souvent, c'est toute la masse de papier qui est par terre, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Et je me souviens effectivement avoir cherché la chose, mais je ne me souviens pas avoir abandonné le truc en cours. En vrai, j'ai vraiment l'impression. J'ai assez bonne conscience jusqu'à ce que je tombe devant le tas. Voilà. C'est une situation qu'on qualifie d'erreur d'action et que, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, tout le monde en commet des erreurs d'action et donc elles peuvent être à l'origine de des petits, on va dire, événements anecdotiques, comme par exemple ce que j'ai expliqué aussi, mettre du jus d'orange dans le café au lieu du lait. Mais ça peut aller aussi jusqu'aux accidents très graves d'aviation ou d'industrie ou des accidents, des erreurs médicales. Et ce sont en général, dans les théories sur l'attention, attribuables, encore une fois, à un manque ou un défaut de surveillance des actions qui sont routinières, fréquentes. Par exemple, aller ranger du papier, aller ranger des vêtements, etc. Ce ne sont pas forcément des actions qui ont besoin de beaucoup d'attention. En revanche, elles ont besoin d'une surveillance pour qu'elles puissent arriver à bout. Et ça rappelle aussi certaines situations où on ne se rend pas compte quand c'est qu'on a mis, par exemple, la casserole sur le feu. Ah oui. Je viens dans la cuisine, je vois la casserole qui est sur le feu, mais c'est quand que je le fais, hein. Ou encore laisser effectivement la porte ouverte et partir au travail. Bon, ça m'est arrivé, hein. Je suis rentré le soir, la porte était ouverte, les clés dessus. Et là, voyez, donc ça, c'est des situations et qu'on renvoie, enfin, qu'on explique typiquement par un échec de surveillance. Alors, maintenant, si on prend les choses pardon, telles qu'on le conçoit, le comportement humain, on admet en sciences cognitives qu'il est largement automatisé. C'est-à-dire que je vais enregistrer, je vais émettre un certain nombre de comportements tellement fréquemment que je vais les automatiser, je vais les stocker dans des systèmes mnésiques qui fonctionnent non consciemment. Et pour pouvoir émettre un comportement, il faut que je rencontre une situation. Par exemple, j'avance et je vois une porte devant moi. Quelles sont les actions possibles? Frapper, ouvrir, pour certains, donner un coup de pied, etc. Voilà, ça c'est les actions possibles, mais c'est laquelle la plus adéquate? Eh bien, si c'est ma maison, je vais ouvrir la porte, mais si c'est la porte du directeur de mon entreprise, je ne vais pas ouvrir la porte pour entrer. Donc, ça veut dire que la situation va déterminer mon action et pour cela, il faut ce qu'on appelle des superviseurs attentionnels, donc un système attentionnel qui vient et qui va essayer de contrôler les actions et qui va dire non, maintenant cette action n'est pas la plus adéquate, c'est l'autre. D'accord? Et ces superviseurs, ils permettent aussi, à un moment donné, de suivre les actions, les enregistrer et de pouvoir les émettre. Un défaut de ce superviseur attentionnel risque effectivement de nous amener vers des erreurs, mais aussi vers des oublis de ce type. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quand c'est que je fais cette chose-là. C'est le comportement automatique qui a émergé et l'attention était ailleurs. Je ne sais pas si ça peut être parlant pour vous. Est-ce que, par exemple, lorsque vous découvrez que une pièce est sens dessus-dessous, est-ce que c'est des moments où vous étiez dans vos pensées? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de ce type? Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'être tout le temps dans mes pensées. Pour moi, réussir à déconnecter D'ailleurs, je pensais que tout le monde était tout le temps dans ses pensées, hein, pour tout vous dire. Il y a des allers-retours entre nos pensées et ce que les autres disent parce que c'est nécessaire, hein. Donc, Ah oui, si. Alors,
est-ce que je suis encore dans mes pensées? Je pense que, j'ose espérer que j'arrive à me concentrer sur ce que l'autre dit et pas sur ma propre pensée. Par contre, s'il n'y a pas un sujet de conversation palpitant ou si je suis juste auditrice, là, par exemple, j'ai une personne dans le bureau qui vient de m'ouvrir un petit quelque chose à côté. Pour tout vous dire, j'ai lâché ce que vous disiez, j'ai un peu ramé pour me raccrocher. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours un fond de quelque chose qui tourne, au point que quand par hasard, ce qui tourne est anxiogène ou angoissant, ma seule solution, en fait, c'est de remplacer cette pensée par une autre pensée. Je n'arrive pas à arrêter de penser, en vrai. Je ne sais pas si quelqu'un peut réussir à arrêter de penser. C'est pas ça. On pense en permanence, heureusement. En revanche, prêter en permanence attention aux pensées, ce n'est pas un état qu'on qualifie habituel. Oui, alors c'est vrai que je fais le lien. Moi, parmi les choses auxquelles je m'applique, notamment quand j'ai l'impression que j'ai besoin d'une attention ou d'une concentration particulière, il y a effectivement déjà éviter tout envahissement mental, c'est-à-dire que voyant moi-même que j'avais ce genre de problème, j'ai tout essayé, j'avais essayé de faire des listes, etc. Et en fait, lorsque je fais des listes, ma liste défile toute la journée, et pour autant, je n'avance pas du tout. Plus je pense à la chose, plus j'ai l'impression que je la recule dans le temps. Donc en fait, j'ai réussi un temps à jongler avec la même liste pendant des mois. À chaque fois, je remettais le truc sur le jour d'après, etc. Donc après, j'avais évité les listes. Ensuite, je me suis beaucoup intéressée aux méthodologies utilisées dans les petites classes, notamment la maternelle, puisque c'est pour moi, ça ne me gêne pas de me dire je vais trouver les bonnes idées ailleurs. Et donc, je me suis appliquée à moi-même toutes les bonnes consignes de avoir un bureau pas trop encombré, être dans un certain sens. Je peux vous dire que j'ai testé tous les sens possibles pour me concentrer et je constate étonnamment qu'effectivement, il y a un positionnement idéal par rapport à la fenêtre, par exemple. Anne, on va peut-être demander s'il y a des questions parmi le public parce que merci. Voilà, la gestion des temps. On est tenu en haleine par ces échanges très intéressants, mais on arrive dans quelques minutes au terme de notre webinaire et c'est vrai que on garde toujours un petit temps pour les questions. Alors, on a Christelle qui demande si la procrastination et le trouble déficitaire de l'attention peuvent être combinés. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, Peut-être Georges. il y a des liens qui ont été démontrés entre la procrastination et l'attention. Après, avec le TDA également, ça a été démontré. Et en fait, c'est l'une des caractéristiques lorsque l'on regarde, par exemple, les problèmes attentionnels qui sont créés par les situations de travail. Par exemple, plein d'écrans, lorsque je suis en open space et je suis sollicité en permanence. En fait, on observe que l'un des symptômes, si je peux utiliser ce terme, qui dévoile un problème d'attention, c'est la procrastination. C'est-à-dire le fait de dire, bon, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après, finalement, voilà. Et ça pose un sérieux problème. C'est à la fois un problème d'organisation, mais les problèmes d'organisation, c'est un problème de priorité et de sélection. Donc, on retombe là-dedans. Après, on ne peut pas non plus faire des raccourcis et dire que procrastination, c'est à 100% dû à ça. Mais effectivement, les problèmes attentionnels peuvent être en très grande partie liés à la procrastination. Est-ce que je peux juste rebondir sur cette histoire de procrastination? Pour moi, la procrastination, dans un premier temps, j'avais l'impression pour moi que c'était une réponse à mes difficultés, c'est-à-dire que plus je prévois quelque chose à l'avance, plus la chose est angoissante, plus j'ai des difficultés de concentration, ou d'autres choses d'ailleurs, et du coup, m'autoriser à ne penser à la chose que le plus tardivement possible, c'était aussi lutter pour moi contre toutes ces idées parasites que j'ai en permanence. C'est-à-dire que si je me dis j'ai
trucs à faire dans une journée et que je les fais pas, que je me dis pas dès le départ, je les ferai au dernier moment, j'y pense aussi à l'avance. Est-ce que ça marche? C'est difficile à dire, ça marche pour des choses où probablement j'aurais pris un temps inutile. Ça marche pour éviter d'en faire trop sur les machins où j'aurais pas besoin de faire trop, en fait. Mais ça ne marche pas pour réduire l'angle. Bah, déjà, ça ne marche pas à être plus performant puisque apprendre les choses en dernière minute, je suis frustrée un peu sur finalement ce que je réussis à faire dans le temps qui m'est imparti. Et ça ne marche pas non plus en termes de culpabilité. Donc, je ne sais pas si c'est très… C'est notre domaine, je pense. Je pense que ça, c'est plus la constitution individuelle, c'est-à-dire à quel point on est sensible à cela, qui va nous impacter plus ou moins. Voilà, il y a certaines personnes qui vont voir le problème et c'est pas grave, c'est comme ça, et d'autres qui vont être impactées sérieusement. Et ça, effectivement, ça crée un cercle vicieux quand même. Mais est-ce que l'idée de pouvoir repousser même… Enfin, moi, je dirais que la procrastination, chez moi, elle va même jusqu'au fait de ne pas penser, de m'interdire… Enfin, je pense que au départ, c'est un exercice de m'interdire à penser aux choses, mais du coup, si je prévois quelque chose pour, par exemple, dans 3 mois, je l'oublie totalement. C'est-à-dire que je redécouvre le truc 2 semaines avant, 1 semaine avant, 5 jours avant, 2 jours avant. Eh ben, est-ce une procrastination, ça? Parce que procrastination, c'est en fait ce dont vous parlez, c'est plutôt l'anticipation et la planification un peu sur le plus long terme et prévoir comment est-ce que je vais résoudre ça, quelles sont les stratégies que je vais mettre en place. Je pense que c'est un peu différent, alors que la procrastination, c'est la possibilité de faire ce que je dois faire maintenant, mais je le remets pour plus tard, pour certaines raisons. Et dans les cas de l'attention, c'est parce que la tâche, elle est exigeante en concentration. Elle est compliquée, par exemple, il faut se concentrer. Et lorsque je ne suis pas en état, je ne me sens pas prêt, je peux procrastiner. Est-ce qu'on a une dernière petite question du public? À Anne et Georges. Il y a un commentaire dans la discussion qui parle de la lenteur. Donc, je ne comprends pas exactement la question ou c'est juste un commentaire. Vous parlez de la lenteur. Céline, est-ce que vous pouvez préciser votre commentaire? En tout cas, si la question concerne est-ce que la lenteur peut être une caractéristique des problèmes d'attention, en fait, dans des pathologies cérébrales, par exemple le traumatisme crânien, la lenteur, c'est l'une des plus grandes caractéristiques des problèmes attentionnels. Et la lenteur, à la fois idéationnelle, c'est-à-dire pensée et d'action, et cette lenteur reflète en fait une diminution de la vitesse avec laquelle on traite l'information. Tout à l'heure, Anne parlait de ces pensées qui défilent à une vitesse grand V par rapport à ce qu'elle veut dire. Ici, la lenteur, elle renvoie en fait que pour pouvoir construire, par exemple, un argument logique, il faut beaucoup plus de temps, et pour traiter l'information, c'est bien plus lent. Ce type de problème, effectivement, on le rencontre dans des pathologies neurologiques assez massives, si je puis dire, effectivement. Moi, j'avais une petite question, Georges. Est-ce qu'il y a un lien entre l'état dissociatif, par exemple post-traumatique, et les fonctions intentionnelles? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été décrites là-dessus? Est-ce que c'est comme un retrait attentionnel? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont connus sur ça? Alors, je veux te poser la question, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu entends par état dissociatif? Parce que j'ai vu plusieurs définitions et je ne suis pas certain que l'on ait tous la même. Donc, pas que je raconte des bêtises. Alors, en fait, les états dissociatifs, l'état dissociatif dont je parle, c'est celui qu'on peut observer après un traumatisme, avec un vécu de déréalisation et de dépersonnalisation par les personnes qui viennent de vivre un traumatisme, qui peut soit rentrer dans l'ordre spontanément, ou alors parfois même se pérenniser sous forme d'un syndrome de stress post-traumatique. Et est-ce que les fonctions intentionnelles dans les processus traumatiques sont impliquées?
Alors, si par dépersonnalisation, tu entends le fait par exemple, être l'impression que ce n'est pas moi-même, Exactement. voilà. Et si c'est lié plus aussi à quelque chose de plus corporel, c'est-à-dire ce corps ne m'appartient pas, parce qu'on a des états dissociatifs dans ce Oui. cas-là, eh bien, il a été effectivement évoqué à plusieurs reprises que l'attention joue un rôle parce qu'en fait, le simple fait d'être conscient que je suis moi-même, donc la conscience de l'être et la conscience de mon corps et de mon état, c'est une fonction, selon certains auteurs, qui est attentionnelle, purement attentionnelle. C'est-à-dire que la conscience de l'être va émerger du simple fait de me focaliser sur moi-même et de mes états, de les comprendre et de savoir, par exemple, que j'existe et que j'ai une histoire dans le temps, que j'ai existé, que je continue dans un certain état. Eh bien, cette continuité de statut, certains l'attribuent à l'attention. Après, il y a des débats. Il y en a qui parlent, par exemple, des problèmes de conscience. Ils disent que ce n'est pas tellement une question d'attention, de traitement attentionnel, c'est une question d'existence des composantes de conscience. Certaines sont dysfonctionnelles et pas d'autres. Alors, on a deux petites questions rapides peut-être à répondre en une seule. Est-ce qu'il y a des remédiations pour la concentration? Ça, je pense que Georges, tu vas pouvoir répondre. Et peut-être un ou deux conseils de lecture pour aller plus loin. Oui, enfin, pour les lectures, moi je pense que, alors des lectures de grand public, il existe le livre de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention. Alors le titre exact, je ne sais pas si c'est Le cerveau attentif, quelque chose comme ça, Regardez. que je trouve de très bonne fabrique. Alors, concernant les remédiations pour remplir le réservoir, alors en fait, l'idée derrière, c'est que le réservoir ne se vide pas. C'est qu'il est toujours, on va dire, le carburant est toujours disponible, enfin plutôt, il est là, mais il est plus ou moins accessible. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une diminution du réservoir, une augmentation du réservoir, il est là, simplement, c'est la façon de l'attribuer. Et effectivement, on pense qu'il y a des manières de gérer donc l'attribution des ressources attentionnelles à différentes tâches. En fait, c'est donner la priorité à certaines tâches, ensuite progressivement ajouter une seconde, une troisième, de façon à pouvoir faire plusieurs tâches simultanément. Et là, on est dans on va dire la remédiation des réservoirs des ressources attentionnelles. Concernant les livres, il y en avait un qu'on m'avait conseillé, mais en fait, je ne l'ai pas lu. Donc, est-ce que, Michael, vous le connaissez? C'est Mon cerveau a besoin de lunettes. Non, mais moi, j'en ai besoin de lunettes, parce que là, je me rends compte que je ne vois pas bien. Voilà, parce Non, je ne que ça connais m'a pas du été tout. conseillé plusieurs fois à ce sujet. Oui, je ne sais pas, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui est l'auteur, mais en tout cas, les livres qui sont écrits par des vulgarisations qui sont écrits par des scientifiques de renommée, comme par exemple Jean-Philippe Lachaud, ce sont des livres toujours à conseiller parce que ce sont des spécialistes du domaine et simplement, ils simplifient les langages qui est quand même assez compliqué sur, par exemple, l'attention pour pouvoir l'offrir au public. Mais l'autre, non, je ne connais pas le… Alors, Mon cerveau a besoin de lunettes, c'est une petite bande dessinée. C'est le TDAH expliqué aux enfants. Ah, d'accord. C'est Oui. une bande dessinée, d'accord. Ouais. Et il y a des raisons pour Comment lesquelles j'aurais on dû vous prendre l'a la chose, déconseillé. alors? Oui. Pardon. Est-ce que vous Très savez bien, mais pourquoi on vous l'a écoutez, on déconseillé? arrive au terme de notre webinaire qui a été vraiment passionnant, je trouve, dans les échanges entre Georges et Anne. Il nous reste donc à les remercier et à vous inviter à vous rendre sur le site internet de notre centre d'excellence pour être au courant de nos prochaines actualités. Et n'hésitez pas à revoir ce webinaire qui sera prochainement en ligne sur notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Merci, Anne et Merci Georges. encore une fois à toutes et à tous, à ceux qui ont assisté, Caroline, à Anne et puis à Jennifer pour l'organisation. Et à Merci bientôt. beaucoup, Georges. Au revoir. Au revoir.